One of Donald Trump's longtime confidants is expected to plead guilty to perjury. Alan Weisselberg arrived at the Manhattan Criminal Courthouse a little earlier on Monday, and a source tells CNN that the charges stem from testimony he gave during the civil investigation into the Trump Organization's finances. Weisselberg had been the company's chief financial officer. In 2022, he pleaded guilty to 15 counts of tax fraud and served about 100 days in jail. Certaines décisions judiciaires n'ont pas d'impact immédiat, mais elles ont une incidence sur la manière dont les institutions sont organisées. Le 20 mars 2024, à la Cour suprême de Manhattan, un épisode inhabituel a directement interféré dans le cours institutionnel d'une série de procès impliquant le président Donald Trump. Alan Weisselberg, ancien directeur financier de la Trump Organization, a plaidé coupable de parjure en admettant avoir menti sous serment lors du procès civil pour fraude financière dans lequel Trump était partie prenante. Le contenu de cette confession, officiellement consigné dans le dossier, compromet non seulement les déclarations antérieures du dirigeant, mais ouvre également une nouvelle voie d'implication pour les développements juridiques qui entourent le président. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui a été dit à ce moment-là, dans la salle d'audience. L'aveu de Weisselberg, qui a reconnu avoir menti sur la valeur des actifs utilisés pour donner une image gonflée du patrimoine de Trump, affecte directement la crédibilité des récits construits au fil des décennies. Sur la réussite entrepreneuriale du président, désormais soumis à un nouveau type de contrôle juridique. Le parquet de Manhattan avait déjà engagé des poursuites contre Weisselberg, qui en 2022 a plaidé coupable de fraude fiscale. À l'époque, il a purgé 3 mois à Rikers Island. Aujourd'hui, en retournant devant le tribunal pour répondre de faux témoignages, le dirigeant ajoute une nouvelle couche à un historique qui implique directement les mécanismes internes de la Trump Organization. En admettant avoir menti sur les déclarations financières de l'entreprise lors d'un procès civil, il compromet non seulement sa propre conduite, mais aussi tout le cadre de défense utilisé par Trump, dans son affirmation selon laquelle ses actifs ont été correctement évalués. Cette confession, faite devant un juge, renforce la thèse selon laquelle les documents utilisés par l'organisation pour obtenir des avantages auprès des institutions financières non seulement contenaient des divergences, mais ont été défendus sur la base de mensonges délibérés. Ce nouveau chapitre impose au système judiciaire de revoir les limites précédemment acceptées concernant la relation entre les témoignages internes et les comportements des dirigeants. La position de Weisselberg au sein de la Trump Organization, où il a occupé pendant des décennies le poste de directeur financier, confère à ses aveux un poids institutionnel. Il n'était pas un acteur périphérique, mais le responsable direct des bilans, des déclarations fiscales et des flux de trésorerie. C'était lui qui, aux côtés de Trump, validait le récit de la réussite économique, sur la base de données qui s'avèrent aujourd'hui discutables. La gravité de la reconnaissance du parjure réside précisément là, non pas dans la valeur absolue des chiffres, mais dans le fait que la vérité a été déformée sous serment, afin de soutenir une image publique de richesse et de compétences administratives. La stratégie adoptée par le ministère public, en négociant un accord de 5 mois de prison pour Weisselberg, semble avoir un objectif précis: renforcer l'intégrité de la procédure pénale sur le point de s'engager contre Trump. Dans l'affaire de falsification de documents commerciaux, avec cet aveu, le ministère public anticipe l'une des tactiques les plus courantes de la défense, qui consiste à discréditer les témoins en raison de l'absence de preuves formelles de mensonge. Désormais, le mensonge est admis, il est documenté, et il ne dépend plus d'interprétation contextuelle ou d'analyse subjective de contradiction. L'auteur de la fraude a lui-même déclaré sa culpabilité, et, ce faisant, a ravivé des questions qui étaient latentes, sur ce qui peut être considéré comme une pratique courante, au sein du cercle restreint de l'organisation que Trump a dirigée pendant des décennies. Le fait que Weisselberg ait menti spécifiquement pour protéger Trump n'a pas été déclaré littéralement dans ses aveux, mais le contenu de ce qu'il a caché, les distorsions autour de la valeur des actifs, est directement lié à l'image publique de Trump en tant qu'homme d'affaires. Cela rapproche les aveux, non seulement du passé de l'entreprise, mais aussi de l'imaginaire politique construit par Trump au cours de sa carrière en tant que figure nationale. Le maintien de cette image a dépendu, au fil des ans, de la croyance en une fortune largement supérieure à la moyenne. Et lorsque le responsable technique chargé de certifier cette fortune admet avoir menti pour la maintenir, ce n'est pas seulement la comptabilité qui est à moitié remise en question. C'est toute la structure de crédibilité qui a été construite à partir de celle-ci. Le silence avec lequel la défense de Trump a réagi à la confession de Weisselberg
jusqu'à présent, semble refléter davantage un calcul qu'une surprise. Il n'y a pas eu de démenti public, il n'y a pas eu de communiqué officiel, niant les liens entre les récits. Cette absence de réponse immédiate indique un scénario où chaque nouvelle pièce ajoutée au jeu exige une adaptation prudente. Le risque, à présent, est que l'aveu de parjure devienne un précédent, que d'autres témoins reconsidèrent leurs déclarations, que des documents, auparavant, interprétés de manière ambiguë, prennent un nouveau poids à la lumière de l'aveu formel de falsification par l'une des figures les plus proches de Trump dans sa vie professionnelle. Il est vraiment utile de suivre la manière dont des épisodes comme celui-ci redéfinissent la compréhension du système, quant aux limites de la loyauté institutionnelle. C'est pourquoi cette chaîne reste attentive aux détails de chaque étape de la procédure, offrant un contexte où les faits exigent plus que des gros titres. À partir du moment où la confession d'Alan Weisselberg a été enregistrée judiciairement, les implications ont commencé à se réorganiser autour de 3 axes interdépendants. La crédibilité des témoignages antérieurs, le cadre des documents financiers de la Trump Organization dans les procédures civiles et pénales, et le degré de responsabilité qui peut être attribué à Donald Trump en tant que principal bénéficiaire des distorsions admises. C'est dans ce contexte que le parquet de Manhattan intègre officiellement la confession dans sa stratégie procédurale. En se concentrant non seulement sur l'affaire déjà engagée, pour falsification de documents commerciaux, mais aussi sur les évaluations parallèles visant à déterminer si Trump aurait menti sous serment dans différentes instances. Le recoupement entre les déclarations faites par Weisselberg et celles enregistrées au nom du président est désormais examiné selon une nouvelle logique de cohérence documentaire. La présence d'incohérences entre les versions, puisque le ministère public peut alléguer que les mensonges ont été institutionnalisés et soutenus de manière coordonnée. La convergence entre les enquêtes menées par le parquet de l'État et celles analysées par les procureurs fédéraux devient également plus plausible. Bien que les champs d'application soient différents, les procédures fédérales portant, par exemple, sur le traitement de documents confidentiels ou l'entrave à la justice, le point commun est désormais le comportement sous serment. À partir de là, la crédibilité de Trump en tant que déclarant dans des procédures officielles entre dans une nouvelle phase d'évaluation. La question ne porte plus uniquement sur le contenu des déclarations, mais intègre également la cohérence du comportement d'un dirigeant directement impliqué dans des décisions qui s'avèrent désormais fondées sur des mensonges. Cette convergence aide à comprendre pourquoi la confession de Weisselberg a eu un impact immédiat dans les cercles juridiques en dehors de l'État de New York. Les tribunaux fédéraux d'autres États avaient déjà enregistré des déclarations faites sous serment par Trump dans différents contextes, notamment dans des actions civiles portant sur des questions telles que la diffamation, les contrats commerciaux et les biens immobiliers. Bien que chaque cas ait ses spécificités, le point de convergence est le rapport entre ce qui a été dit et les documents disponibles. Lorsque le ministère public dispose de documents indiquant des montants, des contrats et des mouvements, différents de ceux décrits sous serment, la marge d'interprétation sur l'erreur de mémoire ou le manque de précision commence à se réduire. Les aveux de Weisselberg renforcent cette tension, car ils illustrent, par une admission formelle, ce qui n'était auparavant qu'une indication, qu'il y avait une connaissance préalable de la distorsion et qu'elle a été maintenue avec l'intention claire de protéger l'image patrimoniale. Il ne s'agit donc pas d'un cas isolé de parjure, mais de la possibilité que la falsification sous serment ait fonctionné comme un mécanisme systémique au sein de l'organisation. Cette hypothèse n'est pas facile à prouver, mais elle trouve désormais un fondement juridique. Une confession homologuée par un tribunal compétent, c'est sur la base de cette nouvelle information que les analystes ont commencé à revoir d'autres déclarations de Trump dans des témoignages antérieurs, en particulier celles dans lesquelles le président a nié avoir eu une connaissance détaillée de l'élaboration des états financiers ou des critères utilisés. Pour évaluer certains actifs, le ministère public pourrait utiliser les aveux de Weisselberg pour montrer que, même si Trump n'a pas signé directement les documents, dans certains cas, le modèle de falsification était connu de ses plus proches collaborateurs et qu'il est peu probable qu'il n'ait pas été discuté au niveau supérieur de la structure décisionnelle. Le renforcement de la position du procureur général coïncide également avec des manœuvres en coulisses concernant d'éventuelles collaborations futures. Le passé de Weisselberg, en tant que cadre réticent qui a résisté à une collaboration totale,
même après sa condamnation en 2022, est désormais en cours de révision. Des sources juridiques indiquent que la nouvelle confession pourrait avoir été assortie de conditions qui n'ont pas encore été rendues publiques, telles que la remise de documents ou des éclaircissements supplémentaires sur les communications internes au sein de la Trump Organization, en fonction de ce qui sera effectivement transmis aux autorités. De nouveaux noms pourraient apparaître, comme faisant partie du circuit de connaissances qui a permis le maintien de déclarations frauduleuses dans des documents officiels. L'architecture juridique autour de ces déclarations repose sur un point central, la preuve qu'il y a eu intention délibérée de tromper. La norme technique exige non seulement que l'information soit fausse, mais aussi que l'auteur ait eu connaissance de cette fausseté au moment où il l'a déclarée. C'est sur ce point que la figure de Weisselberg devient essentielle. En tant que directeur financier, il était, par définition, l'agent qui compilait, révisait et présentait les chiffres. Son aveu d'avoir menti sous serment pour protéger l'image financière de Trump compromet non seulement la véracité des données, mais aussi l'idée même que Trump pouvait ignorer ces distorsions. Ce lien entre fonction et intention est le maillon que le ministère public cherche à démontrer de manière plus globale. La situation actuelle conduit également à une réévaluation des limites de l'immunité fonctionnelle des anciens présidents dans le contexte des procédures civiles et pénales. Même si Trump n'exerce plus ses fonctions, les enquêtes le concernant ont été menées avec une prudence redoublée, précisément en raison de l'impact institutionnel potentiel qu'elles pourraient avoir. La confession de parjure d'un haut responsable de son organisation déplace toutefois l'axe de l'analyse. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer la conduite du président en tant que personnalité politique, mais d'examiner, du point de vue du système judiciaire, s'il y a eu un recours répété à des mécanismes de protection de l'image de l'entreprise sur la base de déclarations notoirement fausses. La difficulté pour la défense You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an... avec la construction publique de son image de leader omniprésent, directement impliqué dans toutes les décisions importantes. Cette contradiction narrative devient de plus en plus difficile à soutenir à mesure que de nouveaux éléments sont incorporés au processus, et bien que le tribunal n'ait pas encore rendu de jugement sur la véracité des déclarations de Trump lui-même. Le simple fait que ces déclarations soient examinées, en contraste avec des aveux de parjure, déjà acceptés par la justice, augmente la tension sur les prochaines démarches juridiques. C'est pourquoi des analyses comme celle-ci deviennent particulièrement importantes en période de convergence institutionnelle, lorsque des aveux isolés commencent à s'articuler avec des structures décisionnelles plus larges. La compréhension publique des faits doit s'ancrer dans le contexte et faire l'objet d'un suivi continu. Et c'est ce que nous continuons à offrir ici, sans raccourci narratif, et en nous concentrant sur ce que révèlent les archives de chaque instance dans les limites du système lui-même. La confession formelle d'Alan Weisselberg a réorganisé le débat juridique en introduisant une question qui, bien qu'elle semble de nature strictement technique, a de profondes implications institutionnelles et n'a pas encore trouvé de réponse consolidée parmi les principaux acteurs du système. Lorsque la falsification cesse d'être un acte isolé et semble devenir un mode de fonctionnement interne récurrent, dans quelle mesure cette pratique peut-elle être imputée au centre de commande d'une organisation ? Le point crucial n'est pas seulement de reconnaître qu'il y a eu une distorsion délibérée. Cela relève déjà largement du domaine du plausible. Ce qui reste en litige est quelque chose de plus sensible. Si cette distorsion peut être interprétée comme l'expression d'une culture opérationnelle soutenue par le sommet, ou si elle doit être traitée comme une responsabilité limitée à des individus spécifiques qui faisaient tourner la machine. Cette tension a pris de l'ampleur car Weisselberg n'est pas un personnage secondaire. Il occupait une place centrale dans les finances de la Trump Organization. Et, par conséquent, son aveu de parjure n'est généralement pas considéré par le milieu juridique comme une erreur fortuite ou circonstancielle. Pour de nombreux analystes, lorsqu'une personne occupant une telle position avoue avoir menti sous serment, l'explication la plus probable n'est pas celle d'une impulsion individuelle, mais celle d'un mécanisme fonctionnel, le mensonge comme instrument de préservation d'un arrangement plus large, d'un récit interne qui devait rester stable face aux audits, au procès et à l'examen externe. Dans cette optique, le parjure n'est pas seulement un acte, il devient un symptôme, un indice que le mensonge a pu fonctionner comme un élément structurel du système
Mais il existe également une interprétation plus prudente et juridiquement plus restrictive. Dans cette optique, même si la confession a du poids, elle ne résout pas le problème central de l'imputation directe à Trump. Pour transformer un avantage en responsabilité pénale, il ne suffit pas de suggérer que le dirigeant a tiré profit du résultat. Il est nécessaire de démontrer un lien de conscience, une connaissance spécifique et une intention. Cette exigence n'est pas un détail, c'est le noyau technique qui sépare les soupçons cohérents d'une accusation formelle viable. Et dans le cas du parjure, la norme probatoire est particulièrement stricte. Il ne suffit pas de montrer une divergence entre les documents et les déclarations. L'accusation doit prouver que le déclarant savait que ses propos étaient faux au moment où il les a prononcés, et qu'il a menti délibérément, dans le but de tromper le tribunal. Ce conflit d'interprétation maintient le système dans une zone d'instabilité. Il permet à deux choses de coexister en même temps, ce qui est inconfortable pour le pouvoir judiciaire lui-même. La perception qu'il existait un modèle interne de distorsion et, simultanément, l'absence d'un lien pleinement documenté qui relie ce modèle, de manière non équivoque, au commandement suprême. Une partie des juristes considèrent cette coexistence comme acceptable, car les organisations complexes peuvent générer des comportements récurrents, sans qu'il y ait d'ordre formel explicite. D'autres y voient une fragilité institutionnelle, car si le schéma était répété, fonctionnel, lucratif et durable dans le temps, l'hypothèse d'une ignorance totale au sommet commence à perdre de sa cohérence pratique. Même s'il manque le document qui clôt le débat, les archives judiciaires et la conduite des tribunaux montrent que cette ambiguïté se traduit déjà par des approches différentes. Dans certaines décisions récentes, on observe un effort pour mettre l'accent sur Trump en tant qu'élément central, du moins du point de vue du bénéfice direct et du rôle décisionnel dans le maintien de l'image patrimoniale qui soutenait l'organisation. Dans d'autres, la séparation formelle entre les actes corporatifs et les comportements personnels reste ferme, comme si l'opération financière pouvait exister dans un compartiment qui ne contaminerait pas automatiquement l'imputation aux dirigeants. Il en résulte non pas une paralysie du système, mais une avancée, à un rythme contrôlé. Le pouvoir judiciaire se voit contraint de procéder par étapes, en évaluant la force de chaque lien au cas par cas, avant de permettre que le lien entre mensonge et commandement soit considéré comme établi. Dans ce scénario, Weisselberg occupe une position particulière. Il fonctionne à la fois comme un lien et comme une limite. Comme lien, parce que ses aveux renforcent l'idée que les mécanismes internes fonctionnaient avec une manipulation délibérée et la conscience de la nécessité de soutenir des versions artificielles. Comme limite, parce que sa propre condamnation peut être utilisée pour concentrer la responsabilité sur lui, comme si le système pouvait isoler le problème dans un opérateur financier, préservant ainsi la possibilité de dissocier le commandement politique et entrepreneurial du fonctionnement technique. En d'autres termes, il permet de connaître les rouages, mais peut également être utilisé comme barrière interprétative contre l'extension automatique de la culpabilité. C'est sur ce point que certains analystes ont commencé à mettre en avant la notion d'environnement de parjure. Ce concept décrit des contextes institutionnels dans lesquels le mensonge n'est pas perçu comme une rupture, mais comme faisant partie du comportement attendu, une sorte de normalisation interne de la distorsion. La pertinence de cette idée, dans le cas de la Trump Organization, réside précisément dans le fait de déplacer le débat de l'individu vers la structure. Si l'organisation fonctionnait avec une incitation tacite à maintenir des valeurs ajustées, des passifs cachés ou des récits patrimoniaux artificiellement élevés, le problème n'est plus seulement qui a menti, mais qui soutenait le système dans lequel le mensonge était fonctionnel. Et si les supérieurs étaient en tête conscients de l'existence de ce modèle, l'hypothèse cesse d'être un écart et devient une contamination systémique de la relation entre le pouvoir interne et la vérité formelle. Cet aspect exerce également une pression sur le pouvoir judiciaire pour une autre raison, la crédibilité rétroactive des témoignages. Lorsqu'une figure centrale admet avoir menti sous serment, l'effet institutionnel ne se limite pas à cet acte. Il crée un doute sur les déclarations antérieures faites par des personnes liées au même environnement. Cela crée un dilemme technique délicat. Dans quelle mesure le système peut-il ou doit-il réévaluer des témoignages qui ont été acceptés
comme formellement valables au moment où ils ont été faits. Il existe des limites procédurales, des obstacles juridiques et des risques d'ouverture excessive. Mais il existe également une pression institutionnelle croissante, lorsque de multiples éléments indiquent un modèle récurrent et coordonné. C'est pourquoi les procureurs et les procureurs généraux ont indiqué que les aveux de Weisselberg seront intégrés aux enquêtes et procédures déjà en cours. Mais ils évitent d'affirmer à l'avance si cela peut servir de base directe à de nouvelles accusations contre Trump. Cette prudence reflète le coût d'une décision précipitée. L'accusation de parjure exige un niveau de preuve qui ne tolère aucun raccourci interprétatif, et sans preuve démontrant la conscience du mensonge et l'intention délibérée au moment du témoignage. Toute accusation peut être affaiblie, laissant place à un discours de persécution ou de sélectivité, ce que le système cherche précisément à éviter, en raison du poids institutionnel de l'affaire. Pendant ce temps, la position procédurale de Trump reste un élément suivi de près. Sa stratégie oscille entre nier largement toute irrégularité et rejeter la responsabilité sur ses subordonnés ou ses collaborateurs internes. Cela peut servir de bouclier narratif tant que les éléments de preuve ne sont pas directement liés au sommet. Mais cette structure défensive tend à s'effriter si de nouveaux témoins, documents ou collaborations commencent à converger vers des directives informelles, des ordres implicites ou des schémas répétés de manipulation. Le point central ici n'est pas le nombre de rapports isolés, mais leur cohérence. Lorsque plusieurs sources, dans des procédures différentes, décrivent la même méthode, le système commence à traiter cela, moins comme une coïncidence que comme une norme. Sur le plan politique et institutionnel, l'affaire continue de donner lieu à des interprétations concurrentes. Pour certains, il s'agit du renforcement tardif des mécanismes de responsabilisation, dans lesquels seules les confessions et les ruptures internes ouvrent la voie pour traverser des structures protégées depuis des décennies. Pour d'autres, cet épisode révèle le risque de détérioration de la légitimité judiciaire dans un environnement polarisé, où les décisions techniques sont interprétées sous un angle politique, indépendamment de leur valeur probante. Ces dimensions coexistent car l'affaire opère à deux niveaux à la fois. Le niveau juridique, où ce qui compte, c'est la qualification, la preuve et l'intention. Et le niveau institutionnel, où ce qui importe, c'est la confiance du public et la perception d'impartialité. Dans ce contexte, la situation reste ouverte. À ce jour, rien n'indique formellement que de nouvelles accusations contre Trump seront présentées, sur la seule base des aveux de Weisselberg. Mais rien n'indique non plus que cet épisode sera traité comme un événement isolé et absorbé, sans répercussions. On observe déjà des répercussions. Dans la manière dont les témoignages sont examinés, dans le critère de cohérence appliqué aux déclarations antérieures et dans le degré de rigueur adopté par les tribunaux pour évaluer les contradictions. Et lorsque la vérité sous serment est un pilier du système, un aveu de mensonge ne modifie pas seulement une procédure, il modifie l'équilibre de l'environnement. C'est pourquoi les prochaines étapes seront décisives, non pas en raison du volume des révélations, mais en raison de la réponse institutionnelle qui se construit. Lorsque la base des témoignages commence à être remise en question, un dossier n'avance pas toujours en raison de la quantité de faits nouveaux. Souvent, il avance en raison de la manière dont le système redéfinit les critères de confiance, de cohérence et d'imputation, lorsqu'il se rend compte que le mensonge n'était peut-être pas une exception, mais une méthode, et c'est précisément dans cet espace entre réévaluation technique et création de précédents que cette histoire continue de se développer, avec des conséquences qui dépassent le champ juridique immédiat et touchent la manière même dont les institutions traitent la possibilité que le mensonge ait été intégré à la structure du pouvoir, comme instrument de maintien et d'autoprotection.